Ouais, ça saute pas mal le disque là. Ouais, Day Tripper par le groupe Kraft, un groupe oublié il me semble. Et puis maintenant on est en direct, bien sûr sur Radio Ici et Maintenant, Jean-Paul Bourg, comme un jeudi sur deux en direct. Et puis le sujet, c'est tout simplement je range les disques en même temps, désolé. C'est tout simplement, alors Radio Ici et Maintenant 95.2 sur la bande FM. Sur icietmaintenant.com, si vous prenez la radio sur le net, vous avez en même temps le visuel, l'image, la vidéo, en live. Et puis, bien sûr, les forums de la radio. On en reparlera un peu plus tard. Donc, le sujet, j'ai pris un ouvrage, pas tout faire, caler des disques en même temps. C'est un ouvrage que j'ai... oui, c'est pas ça, c'est ça, ouais. C'est un ouvrage que j'ai... Blauf. Alors on y arrive. C'est un ouvrage que j'ai publié en 92, qui s'appelle Les derniers matins du monde. Je peux montrer la couverture. J'ai un problème de caméra à la couverture, voilà. Je pense pas qu'on le trouve encore, ou alors sur le net. J'ai été voir aujourd'hui, il est disponible sur Price Minister, sur des plateformes de vente sur le net, ou même en téléchargement e-book, j'ai vu tout ça aujourd'hui. J'avais un peu oublié ce livre, qu'un livre que j'aime bien, que j'ai écrit. Alors le sujet, je vais vous lire, pas le livre intégral, on n'aurait pas le temps, des extraits simplement. Le sujet du livre, ça se passe à la fois pendant la guerre du Golfe, c'est écrit en 92, je le répète, 91-92, pendant la guerre du Golfe, et en même temps à Bordighera, sur la Riviera italienne. Bordighera, parce que j'ai vécu un certain temps à Bordighera dans les années 80, donc planter le décor m'était facile, puisque j'ai vécu là-bas avec ma compagne, qui s'appelle Nadia dans le livre. Et c'est un roman, tout est romancé évidemment, sauf que certaines parties autobiographiques de l'ambiance de ce qu'est cette ville de la Riviera italienne, cette petite ville, Bordighera. Donc le personnage est à Bordighera, pas en farniente, une sorte de convalescence. Il a pris une balle dans la jambe, c'est ce qu'il dit. Il se repose à Bordighera. On comprend qu'il a participé, alors qu'elle a lieu en même temps, à cette guerre du Golfe avec une bande de mercenaires, si on veut, et complètement déjantés. On les verra apparaître dans le livre. Alors, a-t-il réellement participé à la guerre du Golfe avec ce groupe de mecs dont il parle, Captain Fuego, Flor Dawan, Steve, le Toubib, etc. Ou bien s'agit-il d'autre chose? C'est un peu le sujet du livre, qui a pour titre Les derniers matins du monde. Eh bien, on peut commencer directement, bien sûr, oui. Alors, ce sont des extraits simplement. L'exergue que j'ai placé en haut du livre, alors, il y a un exergue de César Pavès, dans Le métier de vivre, où il dit « Mais tous les fous, tous les maudits, tous les criminels ont été des enfants, ont joué comme toi, ont cru que quelque chose de beau les attendait. Lorsque tous, nous avions 3, 7 ans, tous, quand rien n'était arrivé, ou que cela dormait seulement dans nos nerfs et dans notre cœur. » Plus bas, une autre exergue extraite d'un magazine que je lisais dans les années 50, Nevada, avec Mickey Rangers, de novembre 58. Mickey Ranger qui dit « Maintenant, nous devons résister jusqu'à l'aube. » Voilà, ce sont les exergues du livre. Et le livre commence ainsi.
Je suis à Bordighera sur la Riviera italienne et je traîne ma jambe malade. La nuit, j'entends marcher le capitaine Fuego sur la frontière du Koweït et je l'imagine remontant les siècles de l'histoire mésopotamienne pendant que pleuvent les Scuds et les missiles Sound Cruise. Dans les années 70, Fuego était assistant à la section égypto-assyrienne du British Museum. Un jour, ce dingue a tout lâché. Il s'est mis à croire aux démons de la vieille magie. Comme le roi Louis XI, il a suspendu à son chapeau de brousse des gris-gris, des badges, des pentacles, des médailles de prière, toutes les breloques de la superstition. Et il marche, avec les bédouins de Kamel Khalil, rêvant des collines de Nemrod, d'Assurbanipal, du désert rouge et des scorpions sacrés. Dans la chambre du 10 via Monet, j'ai habité donc là-bas dans les années 80, Riviera italienne, je consomme à haute dose les images de Cable News Network, installées platement devant mon téléviseur, ma jambe malade étendue devant moi. Je cherche le Fuego dans le tourbillon des images, les limousines qui flambent dans les rues de Kuwait City, le panache noir des puits de pétrole, le sourire californien des pilotes de F-116 comme au cinéma. On ne parle pas de lui sur CNN. Ce vieil albatros n'a rien à voir avec les Top Gun gominés, performants, gantés d'électronique. Il marche avec ses pieds, en patogasse, dans le désert de sable et de cailloux, sorte de guerrier hybride, primitif, avec ses armes rouillées, ses bidons, ses gamelles, enturbané comme un bédouin. J'ai dans la poche de mon jean la balle qu'il m'a donnée, la douille de cuivre et l'ogive de plomb. Comme savent les faire les artisans guerrieros du désert, accroupis sur le sol, entre une pipe à eau et une jarre pleine de piment rouge. Ils sont tous là-bas, à respirer la poudre et le pétrole qui brûle. Fuego, Steve, le Toubib, José le Mexicain, et les autres, à s'envoyer de formidables giclées d'adrénaline, à défier les T-72 irakiens, tourelles mobiles et puissants projecteurs, armés de vieux fusils et de cartouchières. Dans ma chambre de Bordighera, sur la Riviera italienne, j'avale des pilules neuromotrices et de la bière irlandaise, les pieds posés sur les coussins du salon. Au centre de la pièce, j'ai placé le téléviseur. Il occupe une sorte de position rituelle, initiatrice. Je sais qu'au même moment, Bush et Saddam Hussein captent les mêmes images, sont branchés sur Cable News Network, dans leurs bunkers respectifs. Je partage avec eux ce puissant privilège. Comme eux, me voilà aux commandes de l'histoire, emporté dans un jeu vidéo sang et or. Mais il y a des moments où cette parodie d'apocalypse me laisse un goût de cendre dans la bouche. Merde, ma jambe malade. J'étais avec eux il n'y a pas longtemps, sur le front nord, sable et sang dans l'épaisseur du film, avant que cette foutue balle ne vienne aboyer dans ma chair. Qu'est-ce que je fous à Bordighera, convalescent absent, pendant que José le Mexicain hurle dans une prison de Bassora, torturé à l'électricité. Il m'appelle. Je l'entends. La nuit surtout. Quand la mer cogne la chapelle de San Anpolio et déchaîne tous les démons du subconscient. L'obscure et persistante maladie. C'est un véritable appel qui m'est adressé. À moi, le touriste de plâtre, statufié, pétrifié par la haute magie de Cable News Network. Il est 5 heures du matin. J'ai coupé le son du téléviseur et je vois défiler les images muettes, irréelles, surnaturelles. J'enlève les couleurs de CNN, fais passer l'image en noir et blanc. Ce sont tout à coup de vieilles images d'archives, chaplinesques et funèbres. Francis Ford Coppola, côté court, utilisant le scalpel blanc et froid de la caméra pour une puante radiographie d'entrailles. Dégoûté, je me tourne du côté du mur pour dormir. Dans le silence, j'échappe à la chambre et au projecteur du téléviseur. J'écoute la rue, la nuit, la pluie. Oui, une fois de plus, il pleuvra toute la nuit. Des tonnes d'eau sur Bordighera. Les démons assyro-babyloniens rugissent jusqu'ici. C'est à moi qu'ils en veulent. Ils utilisent Cable News Network pour vampiriser les cervelles et boire le sang de leurs victimes. Et si la pluie ne s'arrêtait jamais ? S'il existait une sorte de perversion météorologique qui fasse que la pluie ne s'arrête jamais ?
Et si la mer débordait, rompait les digues, sautait par-dessus l'hôtel Alcyone de toute sa hauteur? J'écoute, éveillé, tendu, aiguisé comme un couteau. Le bruit de la pluie s'accélère. Maintenant, c'est à coups de hache qu'elle attaque l'immeuble. Nadia, qui ne partage pas ma passion hypnotique pour CNN, s'est réfugiée dans la chambre au fond du couloir qui donne sur les jardins de Bordighera. Le vacarme du téléviseur ne l'atteint pas. Elle est hors de portée des hélicoptères Apache et des missiles Tomahawk. Seule trace de l'aventure koweïtienne, la carte ou un 25 millième épinglée sur le mur. Comment peut-elle dormir avec ce déluge d'eau sur la ville? Il faut une quiétude d'âme que je n'ai pas, une conscience en paix avec soi-même et les autres, un vrai pacte de non-agression universelle, ce que je ne possède pas, moi qui collectionne les ordonnances médicales, les analyses de sang, 3,5 grammes de cholestérol, l'hypertension, les graphismes cardiovasculaires, tout l'itinéraire des humeurs, des angoisses, des phobies. Sur la frontière koweïtienne, et j'étais guéri. Pas de temps pour l'introspection et les humeurs noires. Le danger n'était plus à l'intérieur, mais à l'extérieur. Alors, pour conjurer la peur, je traverse le couloir, ouvre la porte de sa chambre et me glisse dans le lit de Nadia. Elle s'enroule autour de moi, parle dans mon sommeil, sa tête blonde flotte sur l'oreiller. Un moment, le désir me traverse, vif comme la douleur dans ma jambe. Pour conjurer la pluie, empêcher la catastrophe, l'écroulement de tous ces immeubles, oublier les hurlements du Mexicain qui finira dans la fosse commune où les soldats de Bagdad entassent leurs prisonniers avant de les arroser d'essence. L'amour anesthésie toute la souffrance du monde, fait reculer la mort, la tient en respect de l'autre côté du volet de fer. Dans 1 heure, il fera jour, et la fin du monde n'aura pas lieu. Oui, le titre du livre, ce que je vous l'ai dit, c'est « Les derniers matins du monde ». Voilà, c'est ça, oui. J'allume la lampe à côté du lit. La lumière verrouille la chambre à triple tour. On ne risque rien, ni la pluie, ni les fantômes. Je viens de faire jouer la lumière comme on tire un verrou derrière soi. Un besoin compact de peuplement, comme une injection de morphine occupant tout le terrain, sans laisser la moindre brèche par laquelle l'ennemi pourrait entrer. En face du lit, épinglée au mur, la carte du Proche-Orient, de Daran à Bagdad, le théâtre opérationnel, apprivoisé, affiché, crucifié. Nadia dort profondément, je n'ai pas sommeil. Cette carte sur le mur est un instrument de torture pour le cerveau. Je me lève avec une lenteur presque maléfique, comme pour un jeu d'enfance dont je serai le seul à posséder le secret, ouvre le tiroir, en sort une loupe de collectionneur, avec des gestes de chirurgien, la colle au-dessus de la carte. Les villes dansent en lettres rouges, énormes, de l'autre côté du verre, Daran, Riyad, Wadi al-Batin, Bassora. J'approche, plus près, déplace la loupe, cherche la frontière sud du Koweït, la grande tache sombre qui ne porte pas de nom, l'espace mystérieux qui respire dans ma jambe avec la douleur. Maintenant, je vois nettement la trame du papier, les trous d'épingles serrés les uns contre les autres, qui sont autant de cavernes secrètes, de planques, pour Kamel Khalil et ses maquisards. Je les vois, Fuego, José, Carla, le Toubib, et Fleur d'Avoine traînant un vieux Mas 36, modèle guerre d'Algérie, me maudissant du poing à travers les rochers. De nouveau défilent les lettres rouges d'une ville, derrière la loupe, Bassora. Et je suis là, suspendu au-dessus de la carte, l'œil collé au viseur de ma loupe, prêt à tout lâcher, pour en finir avec les rêves et les cauchemars qui marchent. Le matin viendra très vite. Une nuit blanche comme les autres. J'écoute l'adagio de la 7e symphonie de Bruckner sur une cassette, debout devant la carte murale, tenue par 4 punaises. Je suis le maître du monde, et le monde m'échappe. Le monde devient un assemblage de papier et de couleurs. Il y a tout à coup comme une rupture sournoise de la réalité.
Je tourne dans la chambre, allume une cigarette. Non, je ne dois pas fumer. Une infection de la gorge que je soigne à coups d'antibiotiques avec ma jambe malade. La peur du cancer de la gorge, c'est aussi le désir du cancer de la gorge, me disait Nadia hier sur le bord de mer. Je n'ai pas dormi. Ce matin, les tonnes d'eau ne dégringolent plus du ciel. Les hôtels et les cottages de la Riviera sont à la même place. Pas de toit envolé, ni de façade éventrée. Bordighera n'est pas Beyrouth, ni Bagdad. On n'y meurt pas dans le vacarme des immeubles qui s'effondrent, mais dans un long empoisonnement de tous les sens, allongé sur un matelas, jonglant avec la télécommande du téléviseur, pour se donner à soi-même l'illusion du changement rapide, surgissant, fusant, ricochant sans cesse dans la vie et la mort des autres. Ma morbidité horizontale a besoin de la verticalité aérienne de l'image sur écran TV pour respirer plus grand, plus large. Dans les moments d'extrême intoxication, le goût de cendre dans la bouche, je coupe l'image du récepteur et descends sur la plage, jusqu'à l'hôtel Alcyone. La ville est gorgée d'eau comme une éponge. J'avance en boitillant, utilisant ma jambe malade comme une solide canne de bambou pour franchir les flaques d'eau. Hop, c'est de cette façon que j'imagine Lord Byron, mon infernal cousin, boitillant sur les plages du Lido à Venise, chassant devant lui son propre cadavre à coups de canne, comme le font les aveugles et les vieillards aigris, les escrimeurs du dernier souffle, bretteurs et autres batailleurs d'ombre. Poussez-vous, tas de petits cons! Anéantissez-moi ce décor du théâtre, ces fausses angoisses, ces ferveurs malsaines. Infectez merveilleusement et saintement la ville. Faites surgir les monstres du Loch Ness et les navires de guerre dans les eaux du lac Léman à Bordighera, Nice ou Venise. Partout, l'homme se croit protégé, immunisé. Allez-y, versez du LSD dans les lavabos et les canalisations des grands hôtels, qu'on puisse botter le cul du quotidien et le faire basculer tête et jambes vers les confins, les arrière-mondes. J'avance dans la Via Vittoria Emanuele, me dirige vers l'hôtel Alcyone en espadrille blanche, passant et repassant des bandes magnétiques dans ma radio mentale, ce qui me donne une certaine impression d'euphorie, de légèreté, malgré la chape de plomb du ciel et le poids dans les os. J'ai rendez-vous à l'hôtel Alcyone avec le cheikh Amin Ansari, sur la terrasse face à la mer. J'ai connu Ansari en Jordanie, dans le bureau des chefs bédouins du Sud. Que fait-il à Bordighera ? M'a-t-il suivi à la trace, depuis Amman et la Jordanie ? Ansari ne m'a jamais révélé ce qu'il faisait à Bordighera. Trafic d'armes ou de drogue ? Il attend le mystérieux convoi qui surgit toujours à l'aube. Il attend, les yeux plissés, en regardant se lever et se coucher le soleil, sur l'un des fauteuils à balançoire de l'Alcyone. À croire que Bordighera est devenue la ville des complots, la plaque tournante de l'espionnage politique, des tractations métaphysiques. Peut-être ne fait-il qu'attendre, comme ces riches Saoudiens venus soigner leurs poumons, leur cœur ou leur foie, entre une salle de jeu et un restaurant italien 4 étoiles. Son silence m'agace. J'ai beau lui rappeler nos premiers contacts à Amman dans le bureau de la Résistance, et cette poignée de dingues, survivants des années 60, engagés avec les Bédouins de Kamel Khalil. Il joue les faux amnésiques, un doigt sur la bouche. Chut, ne parlons pas de ça ici. Ansari me regarde sans me voir. Il vide le contenu de sa tasse avec des gestes de femme, une virtuosité parfaitement contrôlée, malgré ses gros doigts et ses énormes chevalières serties de diamants. Le visage accuse un relief étonnant. C'est un véritable terrain miné, crevassé, rehaussé par l'éclat des yeux sombres qui lancent des lueurs sous la broussaille lourde des sourcils. Une vraie tête d'espion oriental, ou d'acteur hollywoodien, ce qui est la même chose. Lorsque le temps est maussade, la terrasse de l'Alcyone est fermée par une véranda, et de petites lampes rouges sont allumées sur toutes les tables. L'atmosphère prédispose de confidence. Niente. Ansari m'accepte à sa table pour débattre des variations météorologiques, du temps qu'il fera demain, de la capacité d'accueil des grands hôtels de la Riviera, avec une politesse un peu gênée, distante, c'est tout.
Rien sur la guerre du Golfe et la débâcle de Saddam Hussein. Une seule fois, entre deux bouffées de son Havane, il s'est écrié « Allons, Marc, vous n'avez pas quitté Bordighera. Votre génération est complètement intoxiquée par les médias. Laissez un peu tomber CNN. Il n'y a rien de bon pour vous derrière ces images. » Il lâche les mots calmement, sans précipitation, dans la fumée froide de son cigare. Il les enroule dans une sorte de suaire définitif. Une pelletée de terre, et on n'en parle plus. Signor Ansari, la clarté rouge de la lampe l'entoure d'un halo, place une distance entre lui et moi. Vous étiez à Amman il y a tout juste un mois, au début de l'offensive. Il ne répond pas. Il ne répondra pas. Se contente de fixer la coiffure baroque des palmiers le long du bord de mer. Et tout à coup, je m'enhardis comme s'il s'agissait d'une question de vie et de mort. J'ai pris une balle dans la jambe. J'ai bien pris une balle dans la jambe. Je remonte mon jean. On lui montre la cicatrice mal refermée, la signature du pacte. Marc, tenez-vous tranquille. Vous êtes un drôle de type. Une balle dans la jambe. Et alors? Vous n'êtes pas mort. Et j'ai l'impression de jouer aux échecs avec ce type, d'avancer et de reculer des pions, sans savoir où il veut en venir, comme s'il possédait une boîte secrète connue de lui seul. Alors expliquez-moi ce qu'on fait dans la même ville, à Bordighera, en Italie. Marc, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la terrasse de l'Alcyone, il y a 10 jours, pas à Amman. De nouveau un doigt sur les lèvres, comme pour me convaincre de l'importance de sa mission, de la nécessité du secret. Il aimerait me rendre amnésique, en m'empêchant de passer, en verrouillant le jeu, me retenir dans l'endormissement de la Riviera. Voilà ce que voudrait le signor Ansari. Je ne suis pas dupe. Je boutonne mon veston et je quitte la terrasse. Sur la plage, je m'arrête un instant pour réfléchir, me baisse, ramasse un coquillage, le soupèse, le rejette plus loin, hésite, regarde dans la direction de la haute mer. C'est un truc de cinéma, avec des gestes, des silences. J'essaie de lui montrer qu'il ne doit pas me confondre avec les zombies de la Riviera italienne. J'appartiens à la race des veilleurs, des guetteurs. J'ai mes énigmes, mes rituels. J'ai reçu, moi aussi, un ordre de mission. J'ajuste mon rôle et je remonte le long travelling de la plage, avec dans mon dos le regard noir du signor Ansari. Un café et sa terrasse. La musique italienne m'arrive jusqu'ici. Little Tony, Coremato. J'écoutais ça dans les années 67, on the road, lorsque je dormais sur les plages de San Remo, ce qui est authentique. C'était une époque où tout était facile. Je me sens léger tout à coup, le temps que dure la chanson. Un cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai.
Oui, léger, le temps que dure la chanson. On écoutait ça dans tous les jukebox en 67, sur la rivière italienne. Bordighera, Sanremo, Imperia. E forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto che ti vuole bene, un cuore matto, matto da legare. Un cuore matto che ti vuole bene, un cuore matto. Dans l'intimité parfaitement réglée de l'hôtel, il y a un téléviseur couleur dans chaque chambre, branché sur CNN, le network d'Atlanta qui donne les événements du Golfe en temps réel. Même eux, agents de commerce, touristes ou hommes d'affaires, utilisent CNN comme une parole unique, un formidable mantra dévastateur qui leur boit la cervelle jusqu'à 5 heures du matin. Jusqu'à 5 heures du matin, ils sont en érection, en état de guerre. Il y a là comme une perfidie maligne. On peut considérer CNN, la chaîne câblée américaine, comme une usine qui fournirait du courant au monde entier. Pour quelle obscure raison ? Manipulation ? Nouvel ordre mondial ? Ou bien plongé dans un futur glaciaire, occulte, prophétique, où le plancher disparaît sous les pieds, où la matière se désagrège, où les lois physiques s'inversent comme dans un miroir. Sénèque, le stoïcien romain, et Albert Einstein s'envoient 20 heures de CNN non-stop. Ils comparent tous les deux leurs observations. Que disent-ils pour la libre évolution mentale et émotionnelle du téléspectateur? Einstein, CNN donne l'information en temps réel. L'action sur le terrain et l'information télévisée sont simultanées. L'information circule à la vitesse du photon, soit 300 000 km/s. C'est la première fois dans l'histoire des médias où le téléspectateur pose un regard quantique sur l'événement. Bien sûr, le téléspectateur, qui manque singulièrement de lucidité quantique, plonge dans la soupe médiatique, sans gouvernail, sans boussole de route. Il gobe les images toutes crues, ricane, approuve, proteste, mais se sait à l'abri d'un Scud irakien ou d'un missile Hellfire. Il voyage en enfer, cibotre chaudement comme un porc dans son auge. Sénèque pose son pied romain sur le récepteur TV. Il juge CNN du haut d'un promontoire, de façon guerrière et holistique, et il dit « Il est nécessaire d'apercevoir parfaitement le sens de l'événement présent pour chaque individu, selon sa place dans l'ordre total. » Formule morale rigide qui libère, sans empêcher la tragédie. En remontant la Via Monnaie qui me ramène chez moi, je me pose la question. Sénèque était-il en bonne santé ? Tout le monde vous dira qu'il s'est ouvert les veines dans son bain, à la manière des patriciens romains. Alors de quoi souffrait-il ? D'une montée biliaire, douloureuse, nauséeuse. Des frissons le parcouraient des pieds à la tête. Il percevait l'agonie de son siècle. Il était relié aux événements par un jeu psychosomatique complexe. Littéralement, il pourrissait lui aussi de l'intérieur. Il usa de sulfate de sodium, d'aubier, de tamarin, respira du camphre ou de l'essence de bois de cerf sur les conseils de son médecin. Rien n'y fit. L'Empire romain ne guérissait pas. Pour mettre fin au supplice, il se tua, avant la chute de Rome. Il se rue l'artère médiane avec une lancette et se vida de tout son sang. La chute des empires commence par une augmentation des états dépressifs. Ce ciel noir de nuages qui pèse sur Bordighera est un signe bilieux, dépressionnaire. Au 10 Via Monnaie, je me sens un peu bizarre, brouillé, avec le besoin sournois de vomir. Je me dis que le mélange Guinness et d'Exomil n'amène rien de bon.
Rien d'autre qu'un plafond lourd de nuages dans les régions biliaires de l'abdomen. Une sorte de connexion hépatique, télépathique, avec la dépression météorologique du paysage, comme si mon tube digestif était directement relié au grand courant marin qui déferle sur la Riviera. Dans la chambre, je me traîne jusqu'au matelas, envoie valdinguer les espadrilles blanches et me couche malade. Nadia prépare une infusion d'herbes médicinales, pendant que CNN montre l'image d'un résistant koweïtien, mitraillette au poing, embrassant le portrait de l'émir Jaber. Nadia porte un jean à fleurs. On dirait qu'elle marche sur la pointe des pieds quand elle entre dans la chambre. Elle jette un œil rapide sur le téléviseur. Ils en sont où? Sur l'écran, Edward Ludwak, historien et ancien conseiller de Ronald Reagan, affirme « Les hommes de main irakiens à travers l'Europe, avec ou sans couverture diplomatique officielle, préparent leurs propres actions terroristes qui auront une ampleur jamais vue, avec en particulier l'emploi d'armes biologiques. Combien de morts irakiens? Je ne vais pas ici discuter de la pornographie de la guerre, rétorque le colonel Stevens, porte-parole de l'armée britannique. L'infusion d'herbe a un goût de racine brûlée, amer. La nuit dernière, j'ai rêvé du capitaine Fuego, coiffé de son chapeau fétiche, remontant vers les puits en feu de Bassora. Il avait une mine splendide, réjouie. Parfois, il s'agenouillait dans le désert de cailloux, creusait le sol au couteau et exhibait fièrement d'anciennes statuettes mésopotamiennes, mystérieuses, intactes, que les bombes n'avaient pas touchées. Il se dressait de toute sa hauteur, humait le vent du désert, lorgnait du côté de Bordighera, par-delà le golfe Persique, et gueulait « Hey Marc, ces foutus salauds ont enterré les démons de la vieille magie sur la route Bagdad-Bassora, de la vraie sorcellerie qui dérègle les instruments de bord des F-111, les radars des Awok. » Dans mon rêve, il nommait ces charges démoniaques primitives, enterrées sur la route Bagdad-Bassora. Namtaru, le démon babylonien de la peste et des épidémies. Tia et Apsu, les seigneurs du grand abîme. Tiamat, le monstre du chaos. Et Ninkarnak, qui provoque des plaies dangereuses, inguérissables. Et la déesse Ereshkigal, capable de lancer plus de 60 maladies. Les caméras de CNN, avec l'accord des autorités irakiennes, survolent l'axe Bagdad-Bassora pour montrer l'étendue du désastre. Le choc terrible des missiles anglo-américains. Des bouches d'enfer, hurle Fuego dans la nuit de flamme de Bassora. Les missiles alliés ont libéré les démons de la vieille magie. Sur l'écran du téléviseur, on voit nettement en gros plan un cratère ouvert par un missile de croisière Tomahawk. Le cratère occupe toute la largeur de l'écran. Une vibration noire, sourde, s'en dégage, qui plante ses pattes dans la cervelle du téléspectateur, paralyse pendant quelques secondes tout le système neuromoteur. Elle utilise le faisceau spectral du téléviseur pour venir frapper et se propager. Cela commence vers l'Orient, du côté du désert irakien, par un tourbillon de feu et de sable. Au même moment, la nausée me cloue sur mon lit. Des nuages noirs s'accumulent sur Bordighera et des vagues monstrueuses se jettent sur les rochers de San Polio. Qu'est-ce que le sida face à la vieille magie mésopotamienne? Ne vous y trompez pas, c'est l'une des pratiques favorites des sorciers de Bagdad. Ils disent que le foie est le siège de l'âme et de la vie, que les passions et les désirs naissent dans la vésicule biliaire. Il y a 10 jours à peine, j'étais dans cette chambre en espadrille blanche et en bonne santé. Que s'est-il passé depuis? Une accélération à l'échelle planétaire, avec l'arrivée d'Amin Ansari, le plafond de noirs nuages, la pluie et les premières nausées. Je conserve ici, via monnaie, une lettre de Fuego, avec le cachet de Daran, où il constate la relation entre les états biliaires et les événements du monde. Il écrit « Cher vieux Marc, ici dans la poussière rouge, on a le temps d'aligner les problèmes et les réflexions, malgré le sifflement des scuds. J'ai repensé à toutes ces histoires de magie mésopotamienne.
Tu n'es pas sans savoir que Saddam Hussein rêve d'instaurer le grand empire mésopotamien biblique, celui des origines, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Sa magie n'est pas celle des mollahs de l'islam. Je suis certain qu'il s'inspire des prêtres de Ninive et de Babylone, et qu'il rend hommage au dieu Marduk, la divinité assyrienne, dans les souterrains de son palais. Il y pratique d'autres choses innommables, comme son ancêtre Assurbanipal, qu'il prétend réincarner. J'ai du mal à lire la lettre de Fuego. Le texte est en partie effacé sur les lignes de pliure du papier, ce qui prouve que Fuego a trimballé cette lettre de nombreuses semaines dans sa poche avant d'atteindre la base américaine de Daran. La lettre de Fuego lance négligemment Nadia. Oui, sa lettre. Et la certitude que ces foutus salauds d'Irakiens ont enterré des démons sur l'axe Bagdad-Bassora, ont miné magiquement la route, et qu'ils agissent ainsi sur les humeurs et les événements. J'ai gardé sur l'étagère de la chambre l'un des bouquins cultes de Fuego. Je me lève difficilement de mon matelas, m'accroche au fauteuil, et j'ai baissé une fois de plus le son du téléviseur, conscient du danger, de l'urgence, de la menace. Le livre est un in-quarto relié, à couverture jaune, daté de 1938. Fouille archéologique de M. Rutten dans le Moyen-Euphrate, là où tombent aujourd'hui les bombes, les obus, les missiles. Le titre, 32 modèles de foie en argile inscrits provenant de Marie Moyen-Euphrate. J'ouvre le livre à la page 36 et je lis « Ces foies sont de la même époque que celui du British Museum, sans doute un peu plus ancien. L'inscription gravée sur le viscère indique « Quand le foie a telle forme, telle chose arrivera ». Je souligne brutalement les mots en rouge. L'estomac me tourne comme une vrille. Des frissons partout. L'envie de vomir plus forte. Je dois fuir cette chambre, couper très vite l'image du téléviseur. Un geste inutile. Ils sont des milliers et des millions rivés sur les images couleurs à la Francis Ford Coppola de CNN. Voilà pourquoi l'humour noir, l'humeur aussi. Voilà pourquoi l'humeur noire, biliaire, dépressive, anticipe toujours un événement grave, apocalyptique. Les autorités irakiennes tolèrent avec une bienveillance exagérée l'équipe américaine de CNN à Bagdad, en plein territoire ennemi. Pourquoi ? C'est ainsi que les sorciers et les magiciens de Bagdad, qui n'ont pas l'arsenal sophistiqué de l'Occident, nous envoient les démons de la vieille magie, par le truchement spectral de CNN. « On va voir un docteur », lance Nadia, qui me voit la face jaune et cireuse, à deux doigts d'aller vider ma bile dans la cuvette blanche des chiottes. Je n'entends pas. Je comprends mieux la magie préventive de Fuego, qui se trimballe dans les déserts du Golfe avec son chapeau d'amulette, comme les prêtres guerriers de Mésopotamie. Souvent la nuit, j'ouvre les yeux dans le noir et je touche le mur. Un mur nu, froid, désespéré. Comme il en existe nulle part au monde. Il n'y a pas d'éclairage. L'obscurité est lourde, épaisse. Et personne ne pourrait dire qu'il s'agit réellement d'un mur. Peut-être quelque chose de plus terrifiant,
quelque chose contre lequel on meurt, la paroi d'un piège qui vous tient et qui ne vous lâchera plus. C'est l'impression de José quand il ouvre les yeux, réveillé par le froid, la sensation du mur. La route, sa route, de Daran à Bassora, vient buter contre cet obstacle infranchissable. Il sent la mort à travers, avec l'humidité et l'odeur de pourriture qui se mélangent chaque matin au relent des cuisines. Des pas dans le couloir. Il fait des paris stupides, suicidaires. Cherche à identifier les savates de corde du cuisinier de la prison, les bottes cloutées des soldats irakiens, ou les chaussures souples des conseillers militaires venus de Bagdad. La dernière fois, les militaires lui ont brisé l'articulation du pouce droit, comme ça, pour rien, sans même lui poser une question, par jeu. Le pansement sale n'empêche pas la douleur. Une douleur vive, qu'il tient éveillé de longues heures, seul devant le mur. Quand il ne s'assomme pas lui-même en avalant la poignée de somnifères que lui refile un gardien, pour ne plus entendre le pilonnage des B-52, les hurlements des sirènes, les tirs de DCA. Ciel de fer et de feu, disent les Irakiens, en contemplant ces fabuleux opéras de la mort au-dessus de la ville. On ne descend pas les prisonniers dans les abris, dans les bunkers. José le Mexicain se sent seul, ligoté au sommet d'une colline en flammes, exposé à la gueule du monstre, comme une victime expiatoire. À l'aube, une sirène retentit, pour signaler la fin de l'alerte. José s'endort quelques heures, plonge dans d'interminables couloirs, tapissés de sang coagulé, d'animaux écorchés, qui lui adressent des signes obscènes. Sa tête lui fait mal. Cette fois-ci, c'est une nouvelle déflagration, plus proche, tirée à bout portant dans son rêve. Les sirènes hurlent, rien n'est stable. Les murs, le sol de la prison, tout se met à bouger. Mais le mur ne tombe pas. S'il ne reste qu'un royaume, ce sera celui-ci, la prison de Bassora, accroupie sous les bombes. La nuit, il fait froid, surtout quand les F-111 et les B-52 relâchent leur étreinte et retournent sur Riyad ou sur Daran. La peur remonte au ciel, comme une étoile filante. Elle laisse José avec l'autre peur, celle du silence de la prison, remplie de cadavres et de douleurs. José a envie de serrer le poing de toutes ses forces et de cogner dans la maçonnerie du mur pour se prouver qu'il est responsable de ses propres tortures, qu'il est là de son plein gré, qu'il l'a bien cherché et qu'il ne sert à rien d'accuser le régime bassiste de Saddam Hussein ou le fanatisme religieux des mollahs. Il tourne en rond pour essayer de combattre le froid, enfonce ses mains sous sa veste de toile, chercher la chaleur qui n'existe plus. Et il se met à rire, comme si l'univers lui déringolait sur la tête. Bon Dieu, il prend le mur à témoin. Ce sera ma plus belle cure de désintox, la plus efficace. Il ne m'adresse plus la parole. Il ne sait pas. Il y a juste un mur entre lui et moi. Et cette fameuse nuit, je sentais qu'il aurait fallu peu de choses pour le sortir de là. Rendre la nuit plus noire dans la chambre, plus épaisse qu'un mur, lui donner la consistance de cette maçonnerie épouvantable, me lever, me ruer dessus à coups de pied, lui balancer des mégatonnes de musique, ouvrir le tiroir, sortir la balle irakienne, installer une charge de dynamite silencieuse sous le mur, à ras du plancher, concentrer ma volonté dans une tête d'épingle et frapper au bon endroit. Je l'entends respirer. Lui, il ne m'entend plus. Une fois de plus, la rupture sournoise. Le jour se lève sur Bordighera. Avec le décalage horaire, le jour est déjà levé sur Bassora. Et José guette avec angoisse le pas des conseillers militaires.
J'avais laissé tomber CNN pour des raisons évidentes de santé, à cause du rayonnement spectral de l'émission. Mais le Cable News Network agissait toujours, de façon oblique, insidieuse. Et j'essayais frileusement un somnifère mineur sans action profonde sur l'organisme, le Stilnox dosé à 10 mg. Tu parles, c'était pire. J'étais infiltré, malgré la feinte aphasique du néocortex, harponné, comme un gibier de haute mer. Le sommeil me terrifiait. Il y avait la douleur du harpon dans la nuque, là où siège la mémoire, les images, et le vertige des grands fonds marins, noirs comme le coma. Que pouvais-je faire devant l'écran vide du téléviseur? Il me manquait Fuego, Steve, José, Carla, le Toubib et tous les autres, les vivants et les morts. Le soir surtout, il y avait la rupture du réel, le sommeil, et les rêves qui gonflent le dos dans les coins des portes, balancent des coups de griffe, te chamboulent la cervelle comme un terrain bombardé. Mais évidemment, je saute des pages, je ne veux pas vous lire tout le livre, ce sont que des extraits, en espérant qu'il y ait une cohérence dans ce qui est lu, dans ce qui est dit. On poursuit. C'est un autre chapitre, un peu plus loin. Donc mon livre, toujours paru en 92, Les derniers matins du monde. Marc, raconte-moi l'attaque du Fortin Rouge. Nadia brandit triomphalement la loupe de collection, comme si elle me montrait un habit neuf, parfaitement repassé le matin de Noël. Le jour est levé depuis longtemps. Le soleil s'écrase sur le lit, situe l'action, cercle les personnages, les débusque dans les draps des fées, au milieu des ruines. L'orage s'est éloigné. Nadia a besoin de soleil pour boucler son sac et se retrouver en état d'exaltation, d'aventure. Ce n'est pas un jeu, mais un souvenir infernal, cher cousin, avec les quartiers de viande accrochés au gibet et les mouches puantes. Nous baisons réellement la mort dans les draps des fées. Le décor des draps des fées, c'est déjà le début et la fin. Une lumière blanche et pure comme la calcification. Une sorte de démembrement suave dans lequel l'explorateur monte l'histoire. La méthode est simple, immédiate. Il arrange sa vision dans l'appareil de plongée, s'enfonce dans la moiteur dangereuse, et le voici dans la cité des Incas, caressant les statues anciennes, derrière l'enchevêtrement des lianes. Les doigts innombrables font une drôle de musique, et Nadia remue doucement, comme une noyée somptueuse qui coule dans des tonnes d'or pur. Sa bouche est rouge, la porte du temple. Sa langue glisse avec les lianes invisibles. Le lit est un lieu géographique comme un autre. Je vois les arabesques de fer du lit au-dessus de sa tête blonde, les hiéroglyphes fixés sur sa nuque. Le Fortin Rouge finira par s'écrouler le jour où Kamel Khalil recevra 10 pièces d'artillerie lourde. La CIA réfléchit sûrement au problème dans les clubs de Daran. En parlant, elle modifie la géographie des draps, invente d'autres chemins pour m'atteindre. Marc, l'histoire du Fortin. Je vois sa main armée de la loupe, passer comme un bombardier à quelques centimètres de ma tête. Elle concentre les rayons du soleil, fabrique de l'énergie nucléaire, emmagasine des explosions chaudes qu'elle balance sur moi, au compte-gouttes, bombe après bombe. Sa main est brûlante à travers la loupe. Kamel Khalil avait disposé ses bédouins à 200 mètres du Fortin. J'étais resté en arrière avec Carla. On enfilait une à une les bandes des mitrailleuses. Pour la première fois, Fuego avait remplacé son vieux feutre texan par une casquette léopard. Tu te souviens des amphés que nous avait refilé le Toubib? Il les appelait la substance rouge, parce qu'elles éclairaient l'intérieur de la tête, comme un projecteur rouge. Drôle de cam. On avait déjà des incendies dans la tête avant de commencer. Pas un gramme de place pour loger la peur. Elle pouvait aller se faire foutre. Tiens, ça puait l'essence, se souvient Nadia. Je ne sais plus pourquoi, mais ça puait l'essence, juste avant l'attaque. Nadia ne montait pas. Elle était réellement là à enfiler des perles sur les bandes du fusil mitrailleur, l'une après l'autre. Des balles de cuivre, longues comme l'index, plombées, meurtrières. Kamel, accroupi entre les rochers, agitait un bras dans la direction des fortifications irakiennes.
Les hommes de son état-major, coiffés du turban noir, hochaient la tête, la main crispée sur la croche de leur calache. Un peu à l'écart, le toubib partageait les rations d'eau dans des gobelets de plastique. Il n'allait pas tarder à verser la substance rouge, comme avant une opération chirurgicale, sauf que la substance rouge allait faire l'effet inverse. On ne risquait pas l'anesthésie, au contraire. Avec ce genre de truc, tu sors du sommeil, un bistouri à la main, un projecteur dans la tête, du sang partout sur ta blouse blanche, sans comprendre. Il te faut plusieurs jours, plusieurs nuits, avant de comprendre ce qui s'est passé. La sainte boucherie. L'horreur arrive beaucoup plus tard, dans un rêve par exemple. Lorsque tu te vois sur grand écran, en technicolor, plonger ta lame dans le ventre d'un type qui ne t'a rien fait. Ouais, un Irakien, ou un Palestinien fourvoyé, un mec qui s'est trompé de camp, qui s'est goré d'histoire. Pas de justification politico-romantique. Soyons clairs comme la substance rouge. On avait envie de tâter du bistouri, de s'enfoncer dans l'épaisseur lourde d'un corps. La foutue perversion. La Kalachnikov était devenue une arme occulte. Une sorte d'instrument obscur, protecteur, beau comme la magie noire. Une impression d'invisibilité, d'invulnérabilité. Et le risque s'ajoutait là-dessus, avec de longs frissons d'adrénaline, comme dans l'amour. José le Mexicain se tourna vers moi, et vida son gobelet d'un trait, et me fit un clin d'œil. On va voir ce qu'on va voir. Parole très sage, avant de foutre le ciel en l'air. Sûr qu'on allait voir ce qu'on allait voir. La vibration du poste de défense irakien cognait maintenant dans la tête, avec la drogue du toubib. Tout était rouge. La terre, le ciel, la gueule de José, mes doigts crispés sur la calache. Le paysage explosait en silence. J'avais le besoin fou de sortir de mon corps, de devenir à moi tout seul la poudre, le métal, l'explosion. Un ensemble chimique, réactif, un pur produit de laboratoire. On testait tout simplement une nouvelle cam, sans savoir jusqu'où elle allait nous emporter. Kamel Khalil attendait les circonstances favorables. Son œil de vautour ne quittait pas les défenses irakiennes. Le capitaine Fuego venait de s'envoyer le gobelet de plastique. Il me lança une grimace épouvantable. Pouah! Le docteur Mabuse est un busard qui abuse. Et souviens-toi, qui a bu aboira. Il montrait le canon lisse et noir de son arme. Cette chienne aboyeuse peut faire trembler Dieu sur son trône, se tapant le front. Cette satanée cam prend des raccourcis pour monter au cerveau. Ça y est, ouais, on y est. Ses yeux brillaient comme des pilules rouges dans le creux de la main, minuscules, et pourtant définitivement là, prêtes à lancer des flammes. Après ça, mec, il respira profondément. Ouais, ça pue l'essence, c'est quoi ce truc? Ils ont mis le feu quelque part? Non mais c'est quoi cette odeur? Il avait raison, magnifiquement raison, ça puait l'essence, parce qu'on avait le cerveau en feu. C'était ça la logique symptomatique de cette foutue cam. S'il y avait du feu, il y avait de l'essence. On venait de s'arroser l'intérieur du crâne au napalm. Maintenant, les mots, les émotions, les gestes, tout descendait la rampe dans le même sens, en laissant derrière l'idée qu'on peut se faire habituellement du corps, les tremblements, la peur, les sentiments humains. Cette cam, quelle trouvaille, Toubib. Les sentiments ne passaient pas la rampe. Interdiction d'entrer dans la zone rouge, sous peine de désintégration immédiate. Et Kamel donna le signal de l'attaque. J'avais branché mon Walkman sur The End des Doors. Au signal de l'attaque, j'enclenchai le bouton. Avec cette maudite cam, la musique dégringolait de toutes les montagnes à la fois.
Je portais mon vieux costume blanc vénitien, que je ne quittais jamais, même pour dormir. Il n'avait plus la raideur impeccable qu'elle avait à la terrasse du Florian à Venise, au début des années 80. Il était froissé, avec des taches de sang et de merde au coude, là où on se pose pour ramper, sans savoir sur quoi on rampe. Et pourtant, il tenait droit, au bout de son fil invisible. Et moi j'étais dedans, comme le spécimen d'une nouvelle race d'hommes, après l'incroyable mutation. Imaginez un déplacement de musique organique, une danse de molécules, un incendie qui gagne du terrain et qui ne rend jamais le terrain conquis. Ça mitraillait de partout. Kamel avait lancé la première ligne de ses bédouins, à la grenade, couvert par le tac-à-tac des fusils d'assaut. Les Irakiens n'en croyaient pas leurs yeux. Un mauvais trip, et pas moyen d'échapper à la tenaille de fer de Kamel Khalil. Et j'étais plus très loin du Fortin Rouge, à mitrailler, comme un mec des services de salubrité publique, avec la même terrifiante conscience professionnelle. Les autres tombaient comme des mouches du plafond. Paf! Silhouette de carton sans âme, sans émotion, donc rien à foutre de balancer un chargeur là-dedans. J'enjambe un corps, je m'arrête, Ziane dans les oreilles. Le mec est bien mort, curieusement mort. Sa pauvre gueule en bouillie m'inspire un grand rire. Je pose le pied là-dessus, j'appuie, je fais le mélange, donne de la beauté au chaos, à cette bouillie de chair et d'os. Me penche. Je vois les montagnes déchirées, les vallées profondes. Sur son visage, l'aube du monde, l'intérieur du crâne. Je pose un genou sur la terre rouge et adresse une prière à Dieu, l'épouvantable prière. Seigneur, tu désires le sang et tu apportes aux mortels l'épouvante. Reçois à nouveau ce sang qui donne la vie. Fuego me tire violemment par la manche de ma veste. Connard, reste pas là! Ils ont installé une rangée de fusils au premier étage. Faut qu'on nettoie ce nid de scorpion. J'étais resté sur l'aile gauche, me souffle Nadia, avec les tireurs d'élite de Kamel. J'étais enveloppé par la substance rouge. Le sol tanguait comme le pont d'un navire avant le naufrage. Et puis, je sais ce qu'elle va dire. Elle s'allonge sur le dos, au milieu des draps défaits, prend le temps d'allumer une mérite, d'envoyer une bouffée de fumée au plafond. Et puis, il y a eu la balle. La balle, oui. Cette aboyeuse qui mord la jambe, explose dans le crâne avec la douleur. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Le Walkman envoyait ses décibels dans mon cerveau. Ziane, toujours. Une rupture musicale trop brutale s'était mue en douleur dans ma jambe, sous l'effet de la came, rien de plus. Je me tordais sur le sol, de la musique plein les oreilles, comme un animal qu'on torture aux ultrasons. J'ai compris plus tard qu'il s'agissait d'une balle de 9 mm. Lorsque le médecin français qui opérait à Riyad me montra le morceau de plomb. Dans la chambre, Nadia ne joue plus avec la lampe, ni avec la loupe. Elle termine sa cigarette, les yeux fixés sur la carte du désert épinglée au mur. Oui. Elle répète machinalement les mots, comme le ferait une bande magnétique, pour ne pas créer un trop grand décalage entre la carte murale et la bande-son qu'elle fabrique avec sa bouche. Kamel a perdu 5 de ses bédouins pendant l'attaque du Fortin Rouge. José est tombé dans une embuscade quelques jours après la prise du fort, entre Kafji et Afoura el-Batin. La plupart des bédouins qui l'accompagnaient ont été exécutés sur place. Lui, ils l'ont transféré à Bagdad. Les autres, elle n'a pas besoin de la loupe pour explorer les montagnes, visiter les villages, descendre dans les infrastructurosités où les maquisards planquent leurs armes, installent des hôpitaux de fortune. Les autres marchent toujours. Je me sens coupable tout à coup. Fuego se traîne quelque part dans le désert. Fuego, Carla, Steve, le Toubib, Fleur d'Awan, Kamel Khalil et ses bédouins. Et je suis à bord d'Higuera. Qu'est venu faire Ansari? Pourquoi a-t-il quitté Amman pour bord d'Higuera? La lumière du soleil s'installe dans cette chambre, évoque la familiarité, la certitude du quotidien. Pourtant,
Amin Ansari est lui aussi à Bordighera. Et il ne nous reconnaît pas. Nadia se laisse aller dans les flaques de soleil, cherche ma bouche comme s'il s'agissait pour elle d'une question de vie ou de mort, prend le temps de m'embrasser, puis allume tranquillement une seconde cigarette. Ce type est en connexion avec les brigades rouges pour des pièces d'artillerie lourdes. Tu as lu la stampa ? Les terroristes italiens ont fauché tout un arsenal militaire dans la région de Vérone. Du matériel lourd. Bon, simple supposition. Et ils jouent les amnésiques pour brouiller les cartes. Ou alors, c'est nous que ce chien fantôme suit à la trace depuis Amman. Je revoyais Ansari à la terrasse de l'Alcyone, un doigt sur les lèvres. Chut, ne parlons pas de ça ici. Son attitude équivoque pouvait confirmer l'hypothèse envisagée par Nadia. J'étais dans la cave. Cette page est devenue toute noire. Je ne pouvais plus écrire. C'est terrible de voir dans sa tête la courbure des os, le paquet de viande rouge, les absences molles que n'importe quel boucher pourrait pourtant peser sur la balance. C'est comme si je m'étais éveillé dans mon cercueil 100 ans après, pour assister à la dégradation lamentable du corps. Sous la cave, il y avait d'autres caves empilées les unes sur les autres, comme les alvéoles d'un gruyère, ce qui finissait par créer un sentiment de vertige, comme si le ciel était en dessous, noir et absolu. J'en étais là de mon rêve, à inspecter la disposition des dents sur un morceau de mâchoire, à contempler ma propre mort, couché dans la cave de l'immeuble, au 10 Via Monnet, Bordighera, affalé sur un tas de vieux vêtements, sans savoir que je dormais, et que je n'avais pas quitté mon lit pour descendre dans ce foutu trou à rats. La cave, c'est le lieu dans lequel on avait entassé les vestiges de l'histoire ancienne. Une balise défoncée, bourrée de fringues saoudiennes, la cartouchière de cuir que m'avait donnée Kamel Khalil au départ de Riyad, une gourde de l'armée américaine criblée d'éclats de grenades, et surtout les photos. Les innombrables photos prises un peu partout, à Delhi, Bénarès, Lahore, Peshawar, en Irlande, à Courtmacshéri, à Beyrouth, dans le désert saoudien, avec les bédouins de Kamel Khalil, en Croatie aussi. J'avais descendu les 4 étages de l'immeuble pour atterrir dans cette cave, et j'inspectais une mâchoire d'os à l'intérieur de mon propre crâne, en me demandant si c'était moi le mort. J'en étais arrivé à une analyse chimique froide et précise. Ici, il manquait 2 molaires. En haut, une carie que je ne reconnaissais pas. La langue était lourde, noire, tuméfiée. Le cerveau flottait comme une éponge morte. Je cherchais un éclair de conscience, une lueur plus profonde, une lampe qui resterait allumée, loin, très loin au fond du crâne, et qui prouverait que tout n'était pas terminé, qu'il suffisait d'une décharge électrique quelque part pour réveiller la vie, faire bouger le corps. Mais la cave était noire. Quelqu'un était mort, c'est sûr. J'habite le crâne d'un mort, à l'instant où j'écris encore ces mots. La page est noire. Impossible de graver des mots d'encre sur un bloc de charbon. L'obscurité se dévore elle-même. Il me fallait du recul pour voir, pour lire, pour comprendre et pour écrire. Du recul, c'est-à-dire échapper à ce sommeil plongeant, au vertige de ces caves entassées les unes sur les autres, comme 1 milliard de trous dans la tête. J'habitais la tête du mort, et j'entendais des voix au-dessus de moi. Celui-là, il a de la chance. Il a une balle dans la tempe. Et les autres? Qu'est-ce qu'on fait des autres, mon lieutenant? Mais les autres ont tiré les vivants, pieds et poings liés.
Les barbes grises parlent de la malédiction du prophète. Il n'y aura pas de malédiction. Le prophète bénit celui qui applique la charia. La voix hurlait des ordres en irakien. Je comprenais chaque mot. Alignez-moi tous ces chiens dans la fosse, les mains liées et un bandeau sur les yeux. J'ai entendu le bruit mécanique d'un tracteur, le mouvement des chenilles raclant le sol. La machine amenait au bord de la fosse des blocs de terre rouge, des morceaux de rochers. « Vous n'êtes que des chiens !» gueula l'officier irakien. « On ne dépense pas de cartouches pour les chiens. » J'étais dans la cave. La cave était noire. Ils bougèrent monstrueusement sous la terre. Quelques secondes seulement, comme s'ils pouvaient soulever les montagnes avec leur pauvre poitrine. J'habitais la tête d'un mort. J'inspectais un morceau de mâchoire long comme une main. Je cherchais un éclair de conscience, une dernière image qui dirait quelque chose, une dernière chose, un dernier mot, du genre « Espèce d'ordure, qu'est-ce que tu fous à Bordighera avec ton fric ?»« Regarde, bon Dieu, regarde. J'ai pris une balle dans la tête. C'est fini, à tout jamais fini. » Quelques mots, seulement quelques mots, et j'aurais reconnu la voix de José. Mais ce foutu salaud gardait le silence. Plus rien ne sortirait de ce trou de sable. Pas un mot, pas un cri. J'étais seul à inspecter ce morceau de mâchoire, à parcourir l'espace vide du cerveau en cherchant un nom, pour pleurer au moins une fois. Une fois mort, tous les morts sont anonymes. Chuchota une voix à mon oreille. J'ouvris les yeux. La voix, c'était la mienne. J'avais froid. C'est le froid qui m'avait réveillé. Il m'a fallu plus d'une minute pour comprendre où j'étais. Je me ruais vers la porte, avec une impression atroce d'étouffement dans la gorge. Ma tête heurta le mur. La porte était plus à gauche ou plus à droite, je ne savais plus. J'ai entendu un bruit de pas dans l'escalier. Les chaussures cloutées des soldats irakiens. « On les a enterrés vivants !» dit un type en frôlant la porte de la cave. Mon cœur sautait comme un mécanisme à retardement. J'avais fini par trouver la porte. Elle n'était pas fermée. C'était la porte d'une cave d'immeuble, rien d'autre qu'une porte de cave d'immeuble, avec un long couloir au bout. Je savais que de l'autre côté du mur, un José venait de mourir. Je trouvai l'ascenseur, puis jouai les boutons et les étages défilèrent, rythmés par le grincement des câbles. Dans la chambre, Nadia dormait profondément. J'allumai la veilleuse, sans trop comprendre d'où je venais, ce qui s'était passé. La carte était toujours là, épinglée au mur, comme une oreille coupée, un effrayant tableau de chasse. Et tous les animaux morts gémissaient dans mon crâne. Des bivouacs brûlaient sur le mur, des odeurs d'essence, de poudre, retenues par 4 punaises d'acier. Je n'avais pas sommeil. Je gardais la moisissure horrible de la cave sur mes vêtements. Me voilà somnambule. Lâchai-je pour me rassurer. Mais rien à faire. Je n'avais pas quitté la cave. Elle était là, comme un autre espace, rempli de sangsues, s'infiltrant partout. Une sorte de chewing-gum atroce dont je n'arrivais pas à me dépêtrer, tirant et tirant sans cesse sur les mêmes fils. J'invoquais José. J'essayais toutes les postures mentales, balancer le film des souvenirs, retrouver les images, les musiques. José dans sa piole de Daran, Awal al-Batin dans le camion fou des Bédouins, derrière les dunes, avant l'attaque du Fortin Rouge, dans sa tôle de Bassora. J'essayais de le maintenir en vie, dans ma tête, le plus longtemps possible, l'empêcher de mourir, de se désintégrer sous les tonnes de sable. Je sortis la loupe du tiroir, descendis dans les dunes, et je finis par m'endormir, après 4 Valium, le nez sur la trame du papier.
Ce matin, sur la plage, j'ai ramassé de curieux coquillages, jamais vus sur les plages de Bordighera, translucides, creusés en spirale, carapaces vides flottant dans un bouillon d'algues et de débris végétaux. Derrière moi, sur le quai, régnait une excitation à peine contenue. On rentrait hâtivement les parasols de l'Alcyone, fermait la véranda de l'hôtel, l'orage menaçait dans le ciel. Les palmiers du bord de mer sentaient l'instabilité de l'air, comme les chiens et les chevaux qui perçoivent longtemps à l'avance les orages et les tremblements de terre. Ils étaient les frères végétaux, organiques, des palmiers du désert, transplantés là en mystérieuse avant-garde. Des coquillages jamais vus, qui surgissent sur la plage, dans une infection d'algues et de pourriture. Un courant nerveux électrique qui agite les rues, les places, les terrasses des hôtels, et on se dit « quelque chose est arrivé ». Un événement pas pareil aux autres. On se dit « quelque chose commence ». Et on regarde, bouche bée, la curieuse mutation des gens et du paysage, reliés par le même fil d'urgence. À la terrasse protégée de l'Alcyone, Amin Ansari me désigne la première page de la Stampa, posée sur la nappe rouge. « Vous avez vu ?» Il prend de siroter le cocktail maison de l'Alcyone, comme s'il n'appartenait qu'à lui de choisir le moment de l'actualité et de lui donner le ton et l'importance qu'il déciderait. C'est la première fois qu'il parlait ouvertement de la guerre du Golfe. Les chars de Saddam reculent sur tous les fronts. La prise du Koweït n'est plus qu'une question d'heure, ce qui n'empêche pas les Scuds irakiens de tomber sur Tel Aviv. À croire que Saddam les sort un à un de son chapeau de magicien. J'avais maintenant la nette impression qu'il me tendait une perche, qu'il lâchait du lest, qu'on pourrait peut-être évoquer mon arrivée à Amman, il y a déjà 1 mois, qu'il se souviendrait de la lamentable aventure de Fuego, de Carla, José et tous les autres, de la bande d'allumés qui accompagnait Kamel Khalil à la frontière du Koweït, des méchouis à l'acide derrière les dunes de Wadi al-Batin, de l'attaque du Fortin Rouge, de Fleur d'Awan, ce dingue de routard enrôlé chez les Bédouins, se mitraillant les oreilles à coups de décibels, en s'envoyant Hendrix et la substance rouge du Toubib. Qu'est devenu Kamel Khalil ? Kamel Khalil ? Oui, le chef des Bédouins de Wadi al-Batin. Vous n'allez pas me dire qu'il n'existe pas. Il haussa les épaules, sirota son cocktail, les yeux tournés vers la mer, plaçant de nouveau une zone d'absence entre lui et moi. Toujours vos mystères, Marc. Aucune expression de surprise sur son visage. Il est parfaitement maître de ses émotions. Il semble sincère. Marc, nous nous sommes rencontrés à la terrasse de l'Alcyone, de l'hôtel Alcyone. Son regard répétait la même phrase, sans ambiguïté, avec une tranquillité qui m'effrayait. Il revint tranquillement aux pages dépliées de la Stampa. Aujourd'hui, il semble intarissable sur les événements du Golfe. J'exhibe les coquillages verts translucides trouvés sur la plage, ces carapaces mutantes venues de la haute mer. Il les regarde attentivement. Des bouts de verre, polis et sculptés par le ressac, ce ne sont pas des coquillages. Expliquez-moi, signor Ansari, comment le ressac peut creuser en spirale s'il n'a pas l'action d'une vrille très précise, d'un tourbillon. Il ne répond pas. Pour lui, ma réponse est celle d'un fou, d'un maniaque. Elle n'a pas d'importance. Il revient à la Stampa avec son éternel sourire dominateur. Savez-vous à quoi jouent les Marines américains dans les sables du désert ? Au Nintendo, un jeu japonais, pour exorciser la peur avant la grande offensive. C'est un jeu électronique venu du Japon, où le héros doit franchir des obstacles, traverser plusieurs mondes avant d'atteindre son objectif. Un château habité par une princesse. Ce jeu vidéo est devenu un support aux besoins fantasmatiques, précise la Stampa. Voyez-vous, Marc, c'est le commencement de la chute. La puissante machine économique de l'Occident, victorieuse, est pourtant étranglée par ses contradictions. Ici, vous avez tous l'âme malade. Il parlait comme un mollah fanatique intégriste, alors qu'il allait jouer des fortunes sur les tapis verts de San Remo. Je ne savais pas ce qu'il était venu faire à Bordighera, mais je tenais à lui asséner quelques perceptions égotiques, personnelles, histoire de laisser ma signature en travers de la table.
J'ai d'autres informations pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Je vais vous confier un secret, signor Ansari. Je n'ai pas traîné dans le désert avec les bédouins de Kamel Khalil par conviction humaniste ou politique. C'était le seul moyen d'entrer dans cette guerre, en mercenaire, en maquisard, comme les moudjahidines afghans, sans aller demander l'autorisation des généraux américains d'Aran. Le seul moyen d'avoir un flingue et de s'en servir, d'aller flairer le cul des F-111 ou des MiGs irakiens, dans les couleurs du film, à l'endroit charnière où le monde bascule. Je me fous des Saoudiens, comme des Koweïtiens, des Américains ou des Irakiens. Il n'existe plus rien dans le monde politique et social qui mérite vraiment un total dévouement et un total engagement. Ma génération a au moins compris ça. Fini l'utopie des années 60. Rappelez-vous, signor, cette phrase de Malraux. La politique, c'est ce qui reste quand il n'y a pas d'histoire. La vieille Europe et la planète tout entière sont aujourd'hui aux mains des marchands et des politiciens mégalomanes. Ce sont eux les véritables séditieux, les empoisonneurs. On les devine partout, sur tous les champs de bataille du monde, comme les charognards. Alors ce jeu ne m'intéresse pas. L'homme d'aujourd'hui n'est qu'un fantoche ridicule et tragique. Cette putain de balle irakienne est venue seulement souligner le problème, rien de plus. Et vous n'y êtes pour rien, ni vous, ni moi, ni l'état-major de Saddam Hussein. L'enjeu se situe ailleurs, de l'autre côté. De l'autre côté, je me lève et quitte la table de l'Alcyone sans un mot. Cette fois-ci, c'est moi qui le laisse avec une énigme, un point d'interrogation. La surprise glisse dans son regard, éclair rapide, puis je le vois s'obscurcir, devenir méfiance, se vider en quelques secondes, prend tout à coup du recul. Je l'avais touché quelque part. Je quitte l'Alcyone avec cette soulageante conviction. Je lui donnais 3 jours pour se souvenir de 3 rencontres à Amman, dans le bureau de la résistance bédouine. Arrivé à l'angle de la Via Vittoria Emanuele, je regrettais ma précipitation. Pas un instant, je n'avais songé à l'interroger plus avant. Amin Ansari m'apparaissait plus vaste, plus complexe que je n'avais pensé. Combien de cartouches de dynamite pour pulvériser les étages et les bas-fonds qui s'entassaient dans la conscience du vieux Saoudien. Et d'abord, qui me renseignerait jamais sur ce qu'étaient devenus José, Fuego et les autres. Je rageais, tapais du pied sur le trottoir, comme un maniaque. Pourtant, rien ne m'empêchait de rejoindre Nadia via Monet, de boucler les valises, de sauter dans un charter pour Amman. Quelque chose nous retenait ici, une sorte d'éclairage de nuit sur lequel on vient buter inévitablement. Bordighera avait des rues, des passages, des couloirs qui n'existaient pas sur le plan de la ville. Nadia et moi, nous étions venus là, attirés par les glissements de réalité, pour l'autre côté. Bon, là, je passe une quarantaine de pages, ça paraît un peu décousu, non? Je ne sais pas. Une dernière partie du livre, pris au hasard dans le livre, page 129. Le toubib m'a réveillé en pleine nuit, en me tirant par la manche. « Hey, faut que tu m'aides. Va falloir faire ça sans anesthésiant, tu piges ?» Ce n'est qu'une étape, quelques heures de sommeil sur un mauvais sac de couchage. Dormir, le seul truc pour tenir le coup, pour ne pas tomber en morceaux et se pulvériser comme une vulgaire pierre des sables. Et je vois sa tête enturbanée, et j'entends sa voix qui gueule. « Faut que tu le tiennes, le temps de lui couper cette putain de jambe. » On a laissé derrière nous Al-Batin bombardé par les F-111. 8 jours de bombardement, les énormes balafres dans le sol, les maisons éventrées. On assistait à cette danse du ciel, planquée dans un trou de sable, pendant que le déluge dégringolait du ciel sous la forme de bombes à fragmentation. Des super-grenades lâchées par des tireurs géants, capables d'enjamber 2 montagnes en 3 minutes, de mitrailler 200 mètres de terrain en un quart de seconde. Il nous avait fallu plus d'1 heure pour gagner l'abri des dunes, de l'autre côté du village, et pas moyen d'échapper à ce vrombrissement d'horreur, ce bourdonnement de mort qui paralyse le cerveau, empêche les réflexes de fonctionner. « Il tire sur tout ce qui bouge !» hurle Fuego,
À celle distance, ils nous prennent pour des Irakiens, les fils de pute. Plein feu sur la scène, comme au théâtre. Et le moindre coin d'ombre est avalé, incendié, pulvérisé. Tu n'as plus que des jambes pour courir. Mais la tête ne suit pas. On dirait que d'horribles avions miniatures tournent à l'intérieur, font trembler la boîte crânienne, secouent les grelots de la folie. Tu avances avec cette coiffure noire et pas moyen de maquiller ta peur. Ça s'étale partout, dans ton froc, dans tes os, dans ton ventre. Un mélange infâme qui pue la décomposition et empêche de revenir à toi-même, de retrouver un dixième de seconde de lucidité, de dignité, d'identité. Tout est bon pour ramper, couvert de merde, avec cette saloperie qui remplit les oreilles. Steve saigne de partout, et Fuego le tire comme une brouette de cailloux, d'une dune à l'autre, et jusqu'à l'enclave où les Bédouins ont installé rapidement un poste de secours. D'ici, on voit le village se tordre comme un bout de viande dans une poêle à frire, une masse noire, grosse comme le poing, fumante, sèche comme du charbon. Les avions ont tourné longtemps avant de foutre le camp sur Daran. Le ciel est vide. Tellement vide qu'il manque tout à coup quelque chose. La peur est devenue floue, fuyante, insaisissable. Tu ne la vois plus avec les yeux, mais elle n'a rien perdu de sa toute-puissance. Elle est là, dans ta tête, avec les araignées venimeuses, les dragons chinois et les avions miniatures. Elle n'a rien perdu de sa perfection. Sur les futurs cadavres, sa densité est encore plus forte. Il suffit de voir les yeux vissés de Steve, sa bouche d'algues séchée, pour piger le travail qu'elle fait à l'intérieur. Steve est allongé sur son duvet de vieux routard, raide comme une bûche de bois. Et pourtant il saigne. Il n'arrête pas de saigner. Le jean déchiré au couteau montre ce morceau de viande infecte qui ressemble déjà à un millier de villages bombardés. Cliniquement, il est encore vivant. Lâche le toubib. Faut lui couper cette putain de jambe si on veut qu'il s'en sorte. Il n'y a plus de morphine, les gars. Un salopard s'est envoyé les dernières ampoules. Il fera un examen de conscience plus tard. Faut bien le cramponner. Parce que le scalpel, c'est pas une rigolade. Ça va le réveiller en moins de 2. La douleur a fini par l'anesthésier, mais ce qu'on va lui faire va le réveiller d'un bond. Tu veux dire... Fleur d'Awan stique mécaniquement ses rangers en parlant. C'est un peu comme s'il dormait sur sa douleur, c'est bien ça. Il continue de frotter le cuir crevassé, arrache des plaques de boue, essaie de s'endormir hypnotiquement, d'oublier la jambe de Steve, le scalpel du toubib, la magie noire des F-111. Et si on mettait Caruso pendant l'opération? Fuego se tape le front. Ouais, c'est ça. Caruso à plein tube. Steve va faire un bond dans la musique, et il oubliera sa douleur. Il l'enverra en l'air, loin derrière lui. Toujours sous enfait, Fuego envisage l'opération chirurgicale sous un angle parfaitement stratégique. Caruso, bouffant les cris de Steve, les aspirant dans la voie verticale du chant et les renvoyant dans la stratosphère, vidés de leur douleur. Moi, je me dis que les préparatifs ressemblent surtout à une veillée funèbre. Kamel Khalil secoue tristement la tête. Il en a vu des blessures, et il sait à quoi s'en tenir. Ce mec est foutu, lance-t-il en rejoignant ses bédouins dans le fond de la tranchée de sable. Avec Steve et Fuego, j'avais couru tous les théâtres d'Europe à la fin des années 70. Steve et Fuego avaient en commun la passion pour les enregistrements qu'on écoutait sur gramophone au début du siècle. Caruso, tout particulièrement, fascinait Steve. Le fait qu'il soit mort d'une maladie pulmonaire, en crachant du sang, le souffle empoisonné, comme si le chant d'opéra était du sang hurlé. Fuego cherche la cassette d'Enrico Caruso dans son sac de route. Il se souvient de l'opéra de Trieste, de la Scala de Milan, de nos scandales mémorables, lorsque nous attendions l'ouverture des portes du Palais Garnier pour la première de la Valkyrie de Wagner, au milieu des invités en tenue de gala. Nous arrivions comme des personnages de la tétralogie, vêtus de plusieurs épaisseurs de fourrure, couverts de breloques, d'amulettes, hirsutes et chevelés. Fuego et Steve avaient allumé un feu de bivouac sur la place de l'Opéra, juste avant l'arrivée des flics. Ce vieux Steve avait un sens inné du rituel. Allumer un feu de bivouac en vêtements de fourrure sur les marches du Palais Garnier ou de la Scala de Milan, nous distinguer des autres invités, même si l'entrée du théâtre nous était refusée et nous rendait complices de l'œuvre, acteurs et non plus spectateurs.
Steve avait choisi le désert du Golfe et les bédouins de Kamel Khalil pour se sentir vivre directement sur une scène de théâtre, au milieu des acteurs, avec l'intention secrète d'y mourir. Le Toubib ne partageait pas la passion de Steve et de Fuego pour le ténor Enrico Caruso. Il s'était fait virer du Common Hospital de Delhi, après avoir flingué un ministre d'État au cours d'une opération chirurgicale difficile. Le docteur Alfredno s'adonnait à la boisson et aux drogues dures. Sa main avait tremblé et le bistouri avait sectionné l'artère fémorale. La frontière du Koweït était sans doute le seul endroit du monde où Alfredno était encore considéré comme un médecin, un toubib, avec tout le respect que l'on doit à la profession, même si sa main tremblait plus fort qu'avant, après un flacon de gin et un tube d'amphétamine. « Tu vas voir, gueule Fuego, on va mettre Caruso comme au bon vieux temps, et tu vas décoller, et tu vas oublier ta putain de douleur. » Nadia aide le toubib à préparer le matériel. Le matériel, c'est-à-dire le scalpel aseptisé, le coton, les compresses, le flacon d'alcool, et ce curieux couteau en dents de scie, fait pour trancher l'os. Elle n'ose pas se retourner. Elle fixe le mur de sable, en brûlant la lame du scalpel sur la flamme. Derrière elle, il y a la jambe de Steve, ouverte comme un livre d'horreur, et Fuego, des larmes plein les yeux, fouillant dans son sac, à la recherche de cette putain de cassette. Fleur d'Awan a fini d'astiquer ses Rangers. Il se dit qu'il peut être utile à quelque chose. Je vais t'aider à le tenir. Le toubib doit réussir. Merde, le meilleur médecin du Common Hospital. Le toubib redevient le docteur Alfredno, du Common Hospital de Delhi. L'alcool et les amphètes lui ont laissé un masque d'angoisse sur le visage. Mais ses yeux brillent comme avant. Il comprend ce qu'il est venu faire sur la frontière du Koweït. Il est venu là pour sauver Steve. « Vas-y, Fuego, balance Caruso !» Nadia lui passe le scalpel. Il s'attaque au tissu de gin et j'ai l'impression d'entendre la peau craquer sur toute la longueur. Nerveux, Marc ? C'est du tissu. Rien d'autre qu'une vieille toile de gin. Steve a bougé. Je bloque son bras. Et Fleur d'Awan immobilise de l'autre côté. J'ai senti le mouvement des muscles sous ma main. Je vois d'ici la gueule des bédouins qui assistent à cette cérémonie démentielle. La voix de Caruso se déploie dans la tranchée de sable. On y est. L'Opéra de Venise, la Scala de Milan, le Palais Garnier, l'Europe ancienne, rouge et or, sous les lambris des salons. Et le toubib plante son bistouri dans cette bouillie rouge, détache des lambeaux de chair, retire des morceaux d'os broyés. Steve bouge à peine. Un tremblement de muscles, une crispation du visage, puis tout s'arrête. La sensation d'un relâchement immense. Il vient de prendre l'escalier dérobé et il nous file entre les doigts. Je le sens couler comme du sable. Il devient fluide, léger, silencieux. La voix de Caruso le traverse maintenant de part en part, comme de l'eau. Kamel Khalil avait raison. Steve n'est plus qu'un cadavre bon à enterrer. Le toubib regarde stupidement son scalpel. Il le tourne et le retourne. C'est vrai qu'on dirait une horrible cuillère. Il est mort. Fuego arrête la musique. Il n'y a plus rien à sauver. Rien à emporter. Nadia pleure sur son sac de couchage. Quelqu'un vient de mourir, tout simplement. Et on est là à s'inventer des horreurs, à maquiller la mort en noir, à la sentir monter dans les jambes, dans la nuque. Toute la nuit, le cadavre de Steve enverra ses terribles vibrations, comme une formidable vomissure qui éclabousse tout. Nadia, tu m'aimes. Mais il y a la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Comment s'en sortir ? Je t'aime et on doit mourir. Et c'est ça la grande leçon de sagesse ? Elle pleure, mais elle est vivante. Et ses larmes sont chaudes. Elles me font du bien, parce que son angoisse coule avec la mienne. C'est comme si on était morts tous les deux, dans un même corps. Toute la nuit, dans le trou de sable qui nous sert d'abri, Fuego balancera Caruso en sourdine. J'entends la voix de Fleur d'Awan comme une mécanique fatale. Steve est venu là pour ça. Faudrait pas oublier. Ta gueule, répond Fuego. Ta gueule où tu vas aller le rejoindre illico. Les vibrations qui viennent du cadavre tapent au hasard dans l'obscurité.
Fleur d'Aouane, Fuego, Carla, on y passe tous. C'est un chassé-croisé de nerfs et de viscères qu'on finit par voir briller au-dessus des sacs de couchage, plus aiguisés que des couteaux. C'est con, proteste le Toubib. Se faire piéger par un F-111 américain. N'oubliez pas, ajoute Fleur d'Aouane, Kamel nous a préparé une fameuse journée pour demain. On attaque le Fortin Rouge, à l'est de Wafra. Au réveil, Steve est enterré depuis longtemps. Je ne comprends pas ce que je fais à 10 mètres du Fortin Rouge, le nez dans la poussière, un Walkman sur les oreilles, avec ce cadeau d'adieu dans la jambe. La douleur vient de me réveiller. C'est comme si le Toubib me tirait par la manche, une fois encore. « Hé, faut que tu m'aides. Va falloir faire ça sans anesthésiant, tu piges ?» Il est midi à ma montre. La carte du Proche-Orient n'a pas bougé du mur. Et les dunes de Wafra, une coquille d'ombre sur ce foutu mur. Il y a toujours la loupe dans le tiroir, et la balle irakienne, et le vent qui souffle sur les rochers de San Empolio, tout près de la Via Monnaie. Un vent solide, qui vient du large, avec la marée montante, comme une mise en garde. Si tout va volo, et si trop c'est trop, si n'est à venir que l'empire du pire, fourmi au sabot, elle dans le dos, du vent que ça vibre, je passe en zone libre, je sniffe en accro, la poudre des mots, ces façons de fuir, la ligne de mire, l'azur et ciao, avec les oiseaux, sous le feu des calibres, je passe en zone libre, ça tourne au fiasco, au grand casino, le monde motieux, ben se mord la queue, je me mène en bateau aux îles illico, l'air pur dans les fibres, je passe en zone libre. Si tout va volo, et si trop c'est trop, je vélocipède sur la corde raide, ni croix ni credo, sauf qui peut sa peau. Bravons l'équilibre, je zone en roue libre. Ni croix ni credo, sauf qui peut sa peau. Bravons l'équilibre, je zone en roue libre. Ouais, bon, ça c'est des extraits de mon livre O.S. McLeod-Donan. Des extraits de mon livre Les derniers matins du monde. Alors évidemment, pour la cohérence du livre, elle n'est pas évidente. Je ne peux pas vous lire les 250 pages du roman. Peut-être une dernière page. La page 219. Bon, ça va paraître un peu incohérent, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une logique dans les extraits que j'ai pris ? Il faudrait lire le livre tout entier pour comprendre la logique, le déroulement, tout ce qui se passe.
la synchronicité entre les chapitres, etc. Bon, c'est à la page 220 du livre. On est presque à la fin du roman, pas tout à fait. Cette nuit, impossible de dormir. J'écoutais le Don Giovanni de Mozart sur mon Walkman, planqué dans un trou de sable. Les projecteurs irakiens avaient pris la place de la lune. Le moindre bruit, une pierre qui roule, le mouvement des hommes dans le camp, et je les sentais tout près, venus là pour moi, armés de couteaux à découper, de grenades, de kalachnikov, des cartouches plein les yeux, à m'observer, à guetter ma nuque. Les puantes sorcières. Et je les reniflais à 10 pas, derrière le mur de Torchi, dans le Don Giovanni de Mozart, derrière les yeux fermés des bédouins de Kamel Khalil. Les blindés de la garde républicaine surgirent aux premières heures du jour. De vrais blindés, avec des armes qui donnent la mort. J'avais décidé de jouer cette scène, impeccable, jusqu'au bout, pour la super caméra vidéo de Dieu qui nous regarde. Je boutonnais calmement la veste blanche de mon costume, un seul bouton, comme on boucle un M16, avec un bruit de culasse, comme on verrouille un parachute avant de sauter, avec une sensation de légèreté immense. Autour de nous, les bédouins s'agitaient, hurlaient des ordres. Je vis des roquettes fumantes jaillir en face de nous, à quelques mètres. Et c'est comme si tous les feux de la rampe de l'escalade Milan se transformaient en armes meurtrières. Je n'arrivais pas à m'arracher de la tête la bande-son de ce foutu film, au moment où les roquettes irakiennes pulvérisèrent le bunker de sable. « Bordel, Marc, réveille-toi, tire, mais bordel, tire donc !» Ne désespère pas, double Rome. Cette blessure n'est pas mortelle. Mickey le Ranger a perdu beaucoup de sang, voilà tout. Il ne peut pas quitter l'image. La même chemise rouge des Nevada Rangers, le même pantalon bleu ciel à bande jaune. Bon Dieu, Marc, serre-toi de ton arme. Descends cet enfant de pute. Tu vois pas qu'il va tirer. T'inquiète pas, Fuego. J'arrive, tu vas voir. On va leur tomber dessus comme l'aube sur les montagnes. Bon, c'est pas la fin du roman, c'est une autre partie pris dans le... Alors ce livre, je l'ai écrit en 92, Les derniers matins du monde. Alors, il est plus en librairie, j'imagine, bien sûr. Mais vous pouvez le trouver, j'ai regardé aujourd'hui, sur Internet, sur Presse Ministère, il est à 5 € et des poussières. Il est même en e-book quelque part, il y a plusieurs sites où on le trouve, il est à disposition. Si vous voulez le lire, ce roman, Les derniers matins du monde, donc... Ouais, c'est un livre que j'aime bien, tout compte fait. Il y a longtemps que je ne l'avais pas ouvert, j'y ai pensé ce soir, j'en ai jamais parlé. Oui, c'est un roman que j'aime bien. Je demanderais même à être réédité, tout compte fait. Ou réactualisé peut-être, vu autrement, je ne sais pas. Il y a une substance et une matière qui me... Enfin, parce que je l'ai ouvert aujourd'hui, bien sûr. Donc, Les derniers matins du monde de Jean-Paul Bourg, vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant. Ce soir, c'était des extraits donc, de ce roman écrit en 92. En 1992, oui, pas en 1892, ni en 1792, on s'en doute. Et puis, bon, vous pouvez le trouver, oui, à disposition sur le net. J'ai vu qu'il était disponible, et pour pas quelques poignées d'euros en plus. Autre chose qui va vous intéresser, sur le forum de la radio, Ici et Maintenant, vous trouverez ça, il existe un onglet du forum qui s'appelle « Je me souviens de Pérec, l'écrivain ». Je me souviens, bon, c'est un exercice de style. Nombreux auditeurs sont intervenus avec « je me souviens de ceci, cela, je me souviens de ça, etc. » Donc, on commence, j'ai posté moi-même un extrait, enfin un passage sur mon enfance en 52. J'avais 52, 46, 47, 48, 49, 50, quand j'avais 6 ans. Je me rappelle que j'étais à la télé noir et blanc chez ma grand-mère paternelle, le couronnement de la reine Elisabeth. C'est comme ça que je sais que c'est en 52. Et les films vus à la télé à cette époque, Marianne de ma jeunesse, l'assassinat du Père Noël avec Harry Burr, des films tourmentants qui m'ont laissé une forte impression. Donc j'ai posté sur le forum un passage comme ça du Je me souviens, perso. Vous pouvez aussi intervenir, prendre répondre à la formulation de Pérec. Je me souviens de, etc. Et vous écrivez ce que vous voulez, voilà. Sur le forum de Radio Ici et Maintenant. On se retrouve jeudi prochain, une autre émission, mais ce sera une rediffusion, en direct donc dans 15 jours. Mais jeudi prochain, c'est aussi une émission que j'ai faite, laquelle je ne sais pas, on verra quel sujet passera à l'antenne.
Tenez-moi au courant pour savoir, ça m'intéresse, si l'émission précédente consacrée à Rimbaud, que j'avais faite et qui est passée en rediff jeudi dernier, est passée intégralement parce qu'une personne près de chez moi m'a dit qu'elle a écouté la radio, qu'en plein milieu d'émission, l'émission s'est arrêtée. Alors, confirmez-moi ça, ou bien simplement, peut-être que c'est son poste qui déconne, c'est bien possible, parce qu'elle a écouté sur un poste de radio, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, vous restez à l'écoute. Vous retrouvez tout à l'heure, dans quelques instants, l'actualité. Mathias, qui vous parle du groupisme. Ouais, le groupisme, les moutons, les suiveurs, il y en a des tonnes. Émission intéressante, avec intervention des auditeurs, bien sûr. Suivi d'un conte de Noël, Nietzsche, je vois, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, enfin, en tout cas, bon, vous ne quittez pas l'antenne, vous restez sur Radio Ici et Maintenant. Et puis tiens, on termine avec quoi? Avec Little Tony et le Corremato que j'écoutais. Pourquoi? C'est plein de soleil et en même temps, c'est des souvenirs. Quand je traînais on the road à l'époque, en 67, on était descendu en Italie avec des potes qui faisaient la route. On quittait la crémaillère, le QG des pique-niques à l'époque, juste après chez Popov. Après chez Popov, c'est la crémaillère, place du Tertre. On partait en stop, on se retrouvait à 4 à Menton, chez un ami peintre. Et comme l'un de nous n'avait pas de papier, on a franchi la frontière en fraude, par la montagne au-dessus de Menton. On s'est retrouvés, bien après, sur la Riviera italienne, à faire la route, à dormir sur les plages, à San Remo, à Bordighera aussi déjà, à Imperia, toute la côte jusqu'à Gênes. Et en 67, dans tous les jukebox de la Riviera, on écoutait bien sûr ce morceau de Little Tony, qui avait remporté le Grand Prix du Festival de San Remo en 66, un an avant, il me semble bien. Le Corremato, donc, pour moi, ce sont des souvenirs, pas parce que personnellement, dans les cafés de la Riviera italienne en 67, je n'arrêtais pas de mettre ce disque, cette chanson de Little Tony. Pourquoi? Je ne sais pas. Une rythmique qui m'avait marqué. Et puis, on dormait sous des barques de pêche, je me souviens, quand il pleuvait. Enfin bon, c'est des souvenirs, ça, c'est autre chose. Que le livre, non, parce que c'est l'Italie toujours, la Riviera. Sauf que là, je parle de Bordighera, tel que je l'ai connu bien après, dans les années 80. Là, j'avais à ce moment-là, je louais un appartement à Bordighera à cette époque, dans les années 80, c'était une autre histoire. Et c'est un peu le décor qui est posé dans le livre. Donc, dans les jukebox de la Riviera italienne, en 67, lorsqu'on faisait la route, on écoutait Little Tony avec Corremato. Un cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, la verità, e forse capirà. Perché la verità tu non l'hai detta mai. Le cœur. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Et merci pour votre écoute. Ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Radio